Y a-t-il une règle, des canons de l'écriture à respecter? Ces mots de Chateaubriand résument assez bien ce que devrait être un bon roman. On ne peint bien que son propre cœur, en l'attribuant à un autre. L'activité d'écrivain est pulsion de mort, et l'écrivain est un être pour la mort. On se dépouille soi-même pour créer d'autres soi-même, que ce soit de la littérature de fiction ou bien de la littérature des idées. Toute littérature, toutefois, est littérature de fiction, de friction même. Le lecteur se frotte à l'auteur. Ce dernier doit le démanger. Et c'est comme dans la tectonique des plaques. C'est le glissement entre une plaque supérieure et une plaque inférieure qui fait dériver les continents du lecteur jusqu'à ceux de l'auteur. Et l'on reconnaît que c'est puissant, quand cela donne lieu à des éruptions volcaniques ou des raz-de-marée dans la tête du lecteur. Certes, le lecteur préfère bien souvent des mers calmes pour naviguer. Cela est plus propice au rêve. Il choisira ainsi plutôt d'embarquer à bord de l'Hispaniola avec Jim Hawkins et d'aller à la recherche d'un trésor bien réel, en espèces sonnantes et trébuchantes, au lieu de grimper sur le Pequod du capitaine Ahab en quête d'une obsession métaphysique. Quant à l'auteur que je suis, j'invite le lecteur, je le contrains même, un voyage cauchemardesque, et je lui crie: chassons-la, cette maudite baleine blanche. Ne m'appelez pas Jim Hawkins, appelez-moi Ishmael. La seule façon d'échapper au problème de la narratologie et de résoudre ce paradoxe qui n'en est pas réellement un, c'est de postuler dès le départ le fait de l'écriture et d'avouer au lecteur ce que Borde disait: il n'y a rien en dehors du texte. Mais à quel point l'écrivain doit-il se dépouiller pour créer ses personnages? Ceux-ci doivent-ils être des sortes d'hypostases plotiniennes, des émanations de l'écrivain? En fait, le génie d'un écrivain réside non pas dans le fait de bien raconter ce qu'il a vécu, mais de raconter ce qu'il aurait bien pu vivre. Si les autres veulent faire participer le lecteur en lui donnant autant de détails que possible sur les lieux, les traits du visage des personnages, leur passé, etc., moi je me contenterai de la puissance des idées et des émotions. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce roman. Quand le personnage dit je la baisais avec violence, cela vaut, à mon sens, des dizaines de pages de la recherche du temps perdu sur comment Swann parvient à faire Cattleya. Quelle est la situation spatiale et temporelle du roman? L'idéal aurait été un décalage, diront certains, de temps et de lieu. Flaubert avait opté pour la première guerre punique. Proust, pas Proust, c'est un écrivain, bon, enfin, pour l'Égypte de Ramsès XIII, ou encore Milton pour le paradis perdu. Mais que dire de Joyce alors, lui qui clamait qu'on pourrait reconstituer Dublin si celui-ci était rasé grâce à son Ulysse? Et puis il faut quand même que cela ait son utilité dans l'intrigue et ne serve pas juste à créer ce que l'on appelle communément une atmosphère. Tout de même, une histoire, un roman en tout cas, ce n'est pas juste une intrigue, mais c'est aussi un sentiment que doit éprouver le lecteur. Où et quand alors se passe le roman? Comme on dit dans la belle langue de Cicéron, hic et nunc, ici et maintenant. Et comment le lecteur doit-il être traité? La sodomie est l'acte sublime par excellence, car elle vient bousculer les trois monothéismes qui ont sacralisé l'acte sexuel et en ont fait une téléologie en vue de la procréation. La sodomie incarne la surprise, un phénomène violent à la dérobée. Il faut prendre le lecteur par derrière et la lui mettre bien profond. Ce roman se lit sans lubrifiant.